Bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. On est au Festival RH. Tu interviens dans quelques heures. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Vincent François, je suis donc cofondateur de la société Section N, qui est toute récente. Et auparavant, j'avais ma propre société Semionego. Et j'interviens en entreprise pour tout ce qui va être domaine de la négociation, la gestion de crise, tout ce qui va être situation sensible. Ce qui m'a permis de créer cette société au sortir de ma carrière de militaire, c'est le fait que j'ai été négociateur au GIGN pendant plus de 10 ans à Versailles, jusqu'à fin 2011. Et donc, par la suite, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Alors, est-ce que c'est plus dangereux le secteur GIGN ou le secteur privé? Le secteur privé est plus incertain. Ouais. La limitation du risque est plus importante au GIGN malgré tout, même Ok. si on prend des risques physiques. Ouais. Il y a une anticipation qui est beaucoup plus importante que je trouve dans le privé. Voilà. Peut-être un sujet à traiter dans le privé, cette anticipation. Ça tombe bien parce que ton expérience au GIGN, on va en parler. On est là aujourd'hui pour parler principalement aux directions des ressources humaines, aux personnes qui travaillent dans les RH, et notamment sur la culture d'entreprise, ou en tout cas la culture d'un groupe, d'une organisation comme le GIGN, tous les rituels, etc. Moi, j'avais une première question pour vraiment travailler les choses dans l'ordre chronologique. À partir de quand une intégration au GIGN commence? Je m'explique. Moi, je suis un novice, je connais rien, mais comme beaucoup de gens, j'ai regardé des reportages à la télé sur le GIGN. Est-ce qu'on considère que l'intégration au GIGN commence dès les phases de candidature, ou en tout cas de présélection, ou à partir du moment où on te dit « Oui, Vincent, vas-y, go, tu fais partie du GIGN ». Est-ce que tu peux me parler un peu de toute cette aventure-là? Alors, l'aventure totale entre les phases de sélection, de formation et d'intégration au sein d'une section opérationnelle dure plus d'1 an. D'accord. Donc c'est un processus qui est très long. Est-ce que, je te coupe, mais pour bien visualiser, est-ce que ça, c'est un processus que tu comparerais à celui du monde privé, au processus de sélection des candidats jusqu'à ce qu'on dise oui, jusqu'à ce que le candidat dise oui à l'entreprise ou pas? La différence avec le monde du privé, c'est la période de sélection, je pense, est plus courte. Okay. Et la période de formation est beaucoup plus courte. Ouais. Parce que vraiment, là, il y a une formation très intense où nous sommes dédiés à l'entraînement et à l'apprentissage pendant 1 an. Okay. Donc, et là, on n'est absolument pas productif. Okay. Donc ça, c'est une grosse différence, je dirais, avec le monde du privé. Ok. Donc toute cette période-là dure 1 an. Oui. Qu'est-ce qu'on met en place et qui pourrait peut-être être transmis à une entreprise, donc dans toute cette partie intégration au GIGN? Est-ce qu'il y a des rituels? Est-ce qu'il y a des sujets particuliers qui mériteraient de voir Alors, l'armée, en règle générale, il y a beaucoup de rituels déjà dans l'armée. Oui. C'est quelque chose qui est relativement codifié, encore plus dans les forces spéciales dont le GIGN fait partie. Donc, même dans la phase de sélection, dès la première semaine, il y a des épreuves qui sont éliminatoires. D'accord. Ces épreuves éliminatoires, si la personne ne les a pas passées, ou si elle ne les réussit pas, elle ne peut pas accéder au GIGN. D'accord. Je vais donner un exemple très concret. Lors de la première semaine, il y a une multitude on va dire, d'épreuves physiques, purement physiques, où ça va être, je ne sais pas, faire des tractions, faire un maximum de tractions. Et à l'issue de ça, il y a un classement. Okay. S'il y a 100 candidats, le premier a 1 point, le dernier a 100 points. Et à la fin de la semaine, il faut avoir le moins de points possible. Oui. Eh bien, il y a une épreuve très spécifique qui va être de nager les pieds et mains liés dans le dos. Okay. 50 mètres. On est sur un plot de plongeoir dans une piscine. On nous attache les mains dans le dos, les pieds, et là, on doit sauter dans l'eau et nager 50 mètres. L'intérêt opérationnel est nul. Oui. Parce que jamais, en mission, moi, en 11 ans de carrière, j'ai jamais nagé pieds et mains liés. Heureusement. On ne le souhaite pas. Donc, c'est vraiment une épreuve initiatique pour démontrer la capacité à gérer son stress et à s'entraîner pour atteindre un objectif. Oui.
lors de la même matinée à la piscine, il faut faire 50 mètres apnée. Ok. Qu'est-ce qui change entre 45 et 50 mètres? La performance, c'est pareil, j'ai jamais fait d'apnée en mission. Mais ça va démontrer l'intensité de l'entraînement et mon degré de motivation. Ok. Voilà. Donc, il y a beaucoup comme ça d'épreuves initiatiques, Ouais. plus ou moins importantes, plus ou moins difficiles à passer en fonction des profils, mais qui font déjà partie du processus d'intégration. Ok. Voilà. Donc, il y a des épreuves qui sont éliminatoires, comme le saut de pont. Voilà, on saute d'un pont, on est attaché avec une corde, faut sauter du pont. Voilà, faut dépasser sa peur. Et donc, tu as beaucoup de personnes, parce que j'avais entendu des chiffres assez hallucinants entre le nombre de candidats et ne serait-ce que la première étape, qui peut être la première semaine ou les 2 premières semaines, il y a un nombre de candidats du coup qui abandonnent, ou en tout cas qui ne sont pas retenus, assez hallucinant, non? Alors, à mon époque, parce que je n'ai pas les chiffres, les derniers chiffres, je ne sais pas combien les promotions sont, sachant que le GIGN s'est énormément développé ces dernières années. Oui. Mais à mon époque, où nous étions peu nombreux, un effectif de 120 personnes maximum, fonction support comprise, eh bien, il y avait environ 100 candidats qui se présentaient. Oui. Et à l'issue de ces semaines de sélection, on ressortait à 15, 18, au bout d'une semaine. Donc on est à moins de 20% de sections au bout d'une semaine. Au bout d'une semaine. Wow. Et après, nous sommes reconvoqués pour ce qu'on appelle le prestage, qui dure 2 mois et demi. Ouais. Et là, ça peut descendre jusqu'à 3 personnes. Donc on est sur du taux de sélection de 3%. Alors, ça peut descendre à 3. Ouais. Ma promotion, nous étions 9. Nous étions une grosse promotion à l'époque. Okay. C'était exceptionnel. Mais généralement, c'était entre 5, 7, pas plus. Et cette phase de 2 mois et demi, alors, donc juste après la première sélection, si je comprends bien, on n'est pas encore accepté au GIGN. C'est encore une phase qu'on pourrait qualifier de candidature pour le GIGN. Et au point de vue administratif, je ne suis pas muté. Ah, ok. Je suis en phase de sélection. Ouais. C'est-à-dire que la première semaine, bien sûr, tous les candidats de France et d'outre-mer peuvent venir se présenter avec des conditions administratives particulières, mais très classiques. La visite médicale, et donc là, je postule. Donc, je passe une semaine. Ensuite, je suis reconvoqué ou non pour 2 mois et demi de prestage. Et là, oui, je ne suis pas muté. C'est au terme de ces 2 mois et demi que je vais avoir mon avis de mutation. Okay. Pour partir sur une formation qui dure 10 à 12 mois. Et qui, là, pour le coup, est qualifiée d'intégration, puisqu'on va te dire que... C'est ça. Il y a de très fortes chances que tu intègres le GIGN, c'est ça? Normalement, même s'il y a des exceptions, il y en a eu une dans ma formation, une personne n'a pas fini la période de formation. Okay. Parce qu'elle n'a pas progressé comme elle le devait, et donc du coup, elle a été mise de côté. Et alors, toi, c'était du coup il y a quelques années, oui. Quelques années. Est-ce que, et puis tu as peut-être été de l'autre côté de la barrière après, en tant que membre du GIGN, ex-formateur et puis surtout accompagnateur certainement des nouvelles recrues, qu'est-ce que tu mets en place durant cette année pour t'assurer d'une bonne intégration? Alors, bien sûr, il y a la formation. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Alors, pour valider le bon recrutement et l'intégration, la cellule de recrutement va être bicéphale. Okay. Il y a un directeur de prestage, d'accord, qui va être une personne ancienne, qui a beaucoup d'expérience et qui va superviser les sélections. Dans la semaine de test, c'est encadré par les opérationnels. Parce qu'il y a un nombre tellement important de candidats qu'en fait, il faut énormément de manœuvres pour suivre les gars, les chronométrer, organiser. Donc en fait, ce sont des opérationnels des sections qui viennent encadrer les candidats qui se présentent. Donc le rôle managérial, finalement, est au cœur du process d'intégration, si je dois faire un parallèle avec le monde privé. C'est-à-dire que tout le monde, même le gars qui a 6 mois d'ancienneté, va être là pour compter les pompes ou les tractions et il participe au processus de recrutement de ses futurs pairs. Tout le monde est impliqué. Exactement. Okay. Donc ça, c'est pour la grande phase, on va dire, lorsqu'il y a besoin de beaucoup de volume. Ensuite, pendant la phase de prestage, eh bien, il va y avoir des opérationnels qui vont être détachés pendant 3 mois pour encadrer cette sélection.
C'est-à-dire, moi je l'ai effectué en 2007, j'ai été sorti de mon groupe opérationnel Oui. et pendant 3 mois, j'ai encadré un prestage avec d'autres personnes, dont le directeur de prestage qui, lui, c'était son job à plein temps pour normaliser les sélections. Parce qu'autrement, ça ferait une disparité. D'où ce que tu me disais précédemment, tout le sujet sur la préparation en amont. Donc, ce que je comprends, c'est que le process il est évidemment hyper encadré, qu'il y a différentes étapes à suivre et sans lesquelles on n'avance pas dans son intégration, dans son parcours, et que l'ensemble des différents acteurs est concerné, donne du temps aussi. C'est ça. Pour l'intégration, ce qui fera le succès plus tard du travail d'équipe, j'imagine. Complètement. Et toi, est-ce que quand tu as encadré ces équipes-là, ton rôle était de t'assurer que les étapes soient bien passées, mais aussi de donner un peu plus de ton expérience, des exemples de ce que tu as vécu en mission ou autre? Alors, ça peut donner... nous pouvons transmettre ou lutter contre certaines idées reçues. Ouais. Parce qu'il y a souvent des gens qui souhaitent abandonner. Ok. Il y a plus d'abandon que de personnes qui sont virées. Ah, c'est intéressant. Je fais une parenthèse. Il y a une stat sortie il n'y a pas longtemps de l'APEC, l'association des cadres, qui dit qu'une personne sur 5 envisage de quitter son job le premier jour à cause d'une mauvaise intégration. Donc, il y a plus d'abandon aussi avant une fin de période d'essai, souvent, que l'inverse. Et donc, c'est le cas aussi au dans GIGN. les sélections, étant donné que les sélections sont dures. Oui. C'est pas infaisable, mais c'est dur. Mais on sait à quoi on s'attend quand on postule, d'accord ? Et en fait, les gens se disent « Ok, le GIGN, c'est pas fait pour moi. » Donc, quand moi, j'encadrais les stages, ce stage-là, j'en posais la question « Mais qu'est-ce que tu connais du métier du GIGN ? Est-ce que tu penses que le GIGN, c'est par exemple nager pieds et mains liés, quoi ? Bah non, c'est pas ça. Est-ce que tu penses que c'est toutes les nuits marcher ? Non. Ça, c'est ce qu'on te demande de faire pour prouver ton côté force morale et résilience pour après pouvoir l'utiliser en groupe opérationnel. Et bien entendu, c'est absolument pas ça. Donc ton job en tant que manager, on va dire, enfin en tout cas de responsable d'accompagnement de l'intégration, c'est aussi de permettre aux nouveaux arrivants de se projeter sur ce que va être la vie dans un train plus classique. Ça peut, et c'est pas la mission première. La mission première, c'est vraiment recruter des personnes qui vont pouvoir apporter quelque chose au futur groupe opérationnel. Okay. Et en l'occurrence, moi j'étais opérationnel, j'étais chef d'équipe à l'époque. J'avais une faible fonction managériale, mais l'objectif d'associer des opérationnels qui sont toujours dans le cœur, on va dire, des équipes qui vont travailler, c'est de valider la qualité des gars qui vont être recrutés. Parce que si on externalisait ce recrutement, et qu'il y a une promotion qui finalement, il y a des défaillances, les gens ne sont pas au rendez-vous, etc., on pourrait reprocher à ces personnes qui ont fait en disant mais vous êtes déconnectés de la réalité, ils ne sont absolument pas au niveau. Que là, en prenant des gens qui sont toujours dans l'opérationnel, en les mettant, nous associons toutes les forces vives du GIGN, les anciens, ceux qui ont beaucoup d'expérience et ceux qui sont toujours au cœur du réacteur, pour dire ok, lesquels on choisit. Et comme ça, tout le monde est concerné. Tout le monde est associé et co-responsabilisé. Ce qui peut être le parallèle dans le monde de l'entreprise entre les fonctions RH et les fonctions managériales. Si en effet chacun travaille en silo, c'est facile de se renvoyer la balle en disant tu as recruté les mauvaises personnes, tu n'as pas su les accompagner, etc. Mais finalement, si tout le monde est impliqué à chaque étape du processus, eh bien, la responsabilité, est partagée. Et je pense qu'après, pour le nouveau collaborateur ou pour la nouvelle personne, une vision complète de ce qui va se passer. Complètement. Okay. Donc, il y a une double validation RH et opérationnelle pour dire, voilà, tout est coché, quoi.
Ok. Et ça, donc, on est sur du 2 mois et demi après les phases d'intégration, enfin après les phases de sélection, pardon. Mais c'est toujours la sélection. En fait. Et c'est toujours la sélection, en effet. Et c'est là où commence réellement, du coup, l'intégration. Enfin, les nouvelles personnes commencent à comprendre ce que c'est l'environnement GIGN. Qu'est-ce qui se passe après alors ? Eh bien après, nous avons notre ordre de mutation, donc la validation comme quoi nous sommes mutés au GIGN et que nous allons débuter la phase de formation. D'accord. Donc là, pour les personnes, moi, la différence, c'est que j'habitais déjà sur Versailles. Parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'une seule caserne à Versailles. J'étais déjà à la caserne de Versailles-Satory. Mais ceux qui étaient en province, ça veut dire mutation, ça veut dire changement de domicile. Oui. C'est-à-dire qu'ils avaient un appartement sur Versailles, etc. Donc il y avait un déménagement de la famille s'il était marié. Donc physiquement, il y a un réel changement. Moi, j'ai pas eu de changement, c'est juste un changement d'unité. Mais il y a ça, le changement de la famille qui vient s'installer sur Versailles. Ouais, ça implique en plus tout le monde. Ah oui, c'est une décision de vie, de toute façon, d'entrer au GIGN, j'imagine. Oui, c'est une décision de vie et il est préférable que l'environnement proche familial soit OK et supporte. Oui. Soit un premier supporter pour rentrer. Bien sûr. Je pense que c'est voué à l'échec un des deux côtés. Oui. J'imagine, c'est des jobs très prenants et qui impliquent plus que simplement un 9h-18h. C'est ça. Voilà. Et donc, mutation, en tout cas à Versailles, ou déménagement, là commence l'intégration au GIGN. Alors l'intégration a déjà débuté, entre guillemets, avec toutes ces épreuves initiatiques que nous avons mis en place dans la sélection, d'accord, avec échec ou pas échec, des épreuves plus ou moins difficiles, toujours pour les grosses épreuves encadrées par des gens qui sont toujours en activité, on leur demande de venir pour pouvoir justement donner prêter leurs compétences. Il y a des séances de sport de combat dites punitives, par exemple, où on va nous mettre les meilleurs boxeurs possibles, pour dire tu penses être bon, mais de l'autre côté, ils sont très bons. Regarde. Mais bon, ils mettent les meilleurs boxeurs et les plus gros gabarits. Oui. Donc, oui. De toute façon, tu n'as aucune chance. Ouais. C'est fait pour mais tu dois quand même y aller. Exactement. Ok. C'est une bonne intégration, ça. On va peut-être pas la conseiller en entreprise. Je ne sais pas si c'est faisable. Mais, on va pas se faire que des amis, mais bon. Mais non, mais bon, là, c'est je veux dire, très très ponctuel. Voilà, mais ça en fait partie. Non, et puis ça fait partie des rituels d'intégration. Exactement. Et on parle de forces spéciales ici. Donc ça a toute sa place dans un environnement comme celui du GIGN. Quand nous sommes en sélection, même en formation, par exemple, nous n'avons, dans la caserne du GIGN à Versailles, nous n'avons pas le droit d'aller dans certains endroits de la caserne. C'est-à-dire qu'il y a des espaces de convivialité, l'espace café, l'espace bar. À mon époque, je n'avais pas le droit de rentrer dans le bar. Pourquoi ? Parce que j'étais un stagiaire. Ça se mérite. Okay. Donc, je n'avais pas d'écusson sur mon épaule marqué GIGN. Parce que ça se mérite. Et l'écusson, je l'ai le dernier jour de ma formation. Est-ce que tu crois que ça joue un rôle, si tu reviens dans ces moments-là, est-ce que ça a un impact sur un moment quand c'est dur, où tu te dis, il faut que j'y aille pour avoir mon écusson, qui est une image évidemment, mais pour dire, il faut que j'aille jusqu'au bout, parce que là... Alors, dans la partie sélection, oui, il faut avoir cette mentalité de je lâcherai rien. Voilà. Dans la partie formation, on est quand même beaucoup plus dans l'apprentissage, même s'il y a des moments difficiles où ils nous rappellent que nous ne sommes pas arrivés, l'objectif c'est d'apprendre. Donc, même s'il y a des nuits où on dort moins, mettre en état de fatigue comme au prestage, il n'y a aucun intérêt parce que la personne n'apprend pas, risque de se blesser et donc du coup on va perdre du temps. D'accord. Donc, c'est dur, c'est long, c'est très très long. Mais nous sommes en phase vraiment d'apprentissage, de tir, de technique d'investigation, enfin tout ce qui fait le lot d'un opérationnel au GIGN. Et donc, nous sommes associés, et voilà, on est là pour apprendre. À certains moments, nous sommes aussi associés, ça c'est les petits côtés plaisir, lorsqu'il y a des sections d'intervention qui viennent s'entraîner dans les différents camps qu'il y a, on va être associé avec eux à l'entraînement. Ok. Donc, on va être
on va être intégré dans la colonne avec les opérationnels. Et ça, c'est le côté plaisir, quoi. Ouais. Voilà. Comme sur le parallèle d'une équipe de foot, par exemple, il y a l'entraînement des pros et tu fais monter 2-3 jeunes du centre de formation pour qu'il de temps en temps. Voilà. Ok. Donc ça remet la motivation. Mais le fait de ne pas avoir accès à la salle café ou autre, ou à la salle de sport, voilà, bon, bah, c'est comme ça, on aura le droit quand on sera vraiment arrivé. Donc étape par étape, exactement, si je comprends bien. Complètement. Ouais. Et puis, au cours de la formation, il y a des étapes également, symboliques, où au bout de quelques mois, nous allons nous remettre ce qu'on appelle les armes. Voilà. C'est-à-dire que les stagiaires vont faire une démonstration et se faire remettre ce qu'on appelle la remise des MR, des manurins, ce sont des revolvers, et du fusil de précision. C'est-à-dire que chaque stagiaire va se faire remettre les armes par un opérationnel pour lui dire « Ok, on va dire tu as fait 40% de la formation. » Ouais. Voilà. Allez, vas-y, continue. C'est une formalisation d'une étape qui est passée. Exactement. Et ça devient du coup un vrai rituel pour le coup du GIGN et de l'intégration. Complètement. Qui marque. Ah oui. Et tu penses que en entreprise, typiquement, alors on ne va pas remettre des armes, enfin j'espère pas, ou d'autres avec des accès à des super outils. C'est ça, des stylos. Voilà, des stylos, des ordinateurs développés. Est-ce que c'est aussi important de marquer certains accomplissements dans le parcours collaborateur? Ça peut être un point de mi-période d'essai, par exemple, pour se dire, OK, on est arrivé à la moitié de ton parcours chez nous. Enfin, comment tu vois les choses? Moi, je pense que ça pourrait réduire le taux d'attrition ou de départ volontaire au cours de la période d'essai. Ouais. C'est-à-dire que tu en es arrivé là, félicitations, tu es sur le bon chemin. Donc, symboliquement, oui, ça peut continuer à motiver la personne, parce que c'est très facile de dire ce qui ne va pas, et c'est très franco-français, on dit plus facilement ce qui ne va pas que ce qui va. Quand on le dit en plus, parce que souvent on ne le dit pas et on s'en va. Exactement. Donc, c'est bien, je trouve, de formaliser. Voilà. Alors, ça pourrait être par un apéritif, je ne sais pas, un apéritif ou un moment de convivialité, soit par le café croissant le matin, soit un déjeuner avec le manager, voilà, pour faire un point, ou sans forcément que ce soit un point, je dirais, voilà, non, juste marquer symboliquement l'étape à laquelle nous sommes. Donc ne pas sous-estimer l'importance des moments informels ou des passations des rituels dans quel qu'il soit en fait finalement, et qui ne soit pas forcément lié directement au travail. Complètement. Et passation d'armes, tu me disais que tu es à 40% du parcours d'intégration, du coup, à peu près. À peu près. Donc le chemin est encore assez long. Oui. Qu'est-ce qui se passe après? Après, toutes les formations internes, externes qui vont être faites, le brevet parachutiste qui est externalisé, on va aller passer le permis moto, il y a plein de stages qui sont faits en dehors du GIGN, et puis on continue bien sûr à travailler et à beaucoup augmenter en matière de niveau de compétences. Et ça se termine par ce qu'on appelle la remise du brevet. Okay. Donc, c'est-à-dire que tout membre du GIGN va avoir, lors d'une cérémonie de clôture de la formation, la remise d'un brevet numéroté. D'accord. Voilà. Auparavant, dans la force intervention, nous, il n'y avait que ce côté-là, quand j'y étais, il y a ce qu'on appelle la dernière épreuve initiatique, c'est le tir de confiance. Alors, est-ce que tu peux m'en parler? Parce que j'en ai beaucoup entendu parler, mais donc, c'est un mythe. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est-à-dire que le jour ou l'avant-veille de la remise du brevet, entre stagiaires, nous allons tous nous tirer dessus les uns sur les autres avec un gilet pare-balles et un pigeon d'argile. Okay. D'ailleurs, je me mets à 15 mètres, et puis, à bras francs, avec mon manurin, je vais tirer sur le pigeon d'argile. Et après, nous échangeons les rôles. Celui sur qui j'ai tiré va me tirer dessus. Ce qui représente la symbolique de « je te remercie de la confiance que tu me fais de remettre ta vie entre mes mains, et moi, j'ai confiance en mon matériel et j'ai confiance en ma technicité pour honorer ta confiance. » Voilà. Donc c'est une confiance mutuelle et réciproque. Wow.
Ça doit être un moment particulier quand même. Alors, c'est un moment particulier, bien entendu, au niveau pression et au niveau émotionnel, parce qu'on touche au but, c'est vraiment la fin de la formation. Oui. Mais nous avons tellement tiré, techniquement parlant, c'est pas un sujet. Oui. Voilà. Parce que la formation était bonne. T'es sûr de toi. Nous avons tiré des milliers de cartouches. Oui. Donc là-dessus, il n'y a plus de sujet. Et ça marque ça aussi. C'est-à-dire que je suis capable de tirer sur la personne à 15 mètres sur un gilet, je sais qu'il n'y aura pas de souci. En parlant de rituels, là, tu es sur des rituels les plus forts que tu connais en plus avant, j'imagine. Enfin, oui. Quand tu t'intègres le génie ou quand tu commences tes phases de sélection. Et en effet, là où je vois, j'imagine, un acte hyper marquant, c'est au-delà de la particularité de se tirer dessus, mais où j'entends évidemment que vous êtes sûr de vous, parce qu'il y a eu beaucoup d'entraînement avant, c'est ce passage, j'ai l'impression, dans ce que j'entends, de je suis stagiaire, et finalement je deviens, là pour le coup, j'ai accès à la cafétéria, à la salle de sport. Je vais y avoir enfin accès à ce café que je sens, mais auquel je ne goûte pas depuis des mois et des mois, c'est ça? C'est ça. Et lors de cette cérémonie du brevet, donc, il y a une démonstration faite par les stagiaires, où nous démontrons notre savoir-faire. Donc, nous construisons une démonstration. Oui. Tous les opérationnels sont invités à cette cérémonie, et les anciens. D'accord. C'est-à-dire que moi encore, je suis invité à chaque brevet. Ah oui 13 ans après avoir quitté GIGN. Je suis toujours invité. Il va y en avoir un au mois de décembre, prochainement. Je vais recevoir une invitation. Alors, j'essaie d'y aller quand je suis là, puisque moi j'habite en province. Oui. Mais nous sommes invités. Okay. Donc, il y a une véritable transmission de l'âme du GIGN. Et le plus souvent, la remise de brevet se fait par un ancien qui ne fait plus partie de l'arme et qui nous remet le brevet. C'est comme une transmission de la philosophie du GIGN qui a été créée il y a 50 ans. Incroyable. Voilà. Et c'est comme ça qu'on crée une culture d'organisation qui est forte. C'est ça. Avec les anciens. Ça représente juste, par curiosité, combien de personnes du coup qui assistent généralement? Alors désormais, maintenant, ça représente beaucoup de monde au regard de la taille du GIGN, mais la dernière fois que j'y suis allé, je dirais oui, il y avait au moins 500 personnes. Ah ouais. Déjà tous les actifs, et puis après des anciens qui sont là, donc oui. Et ce sont les stagiaires qui invitent les anciens. En fait, ils ont cotisé dans leur bureau, on va dire promotion. Ouais. Et c'est eux qui invitent tout le monde en disant venez, on vous invite à cette soirée, à cette cérémonie. Incroyable. Et en fait, ils ne connaissent pas leur affectation. Parce qu'il y a différents groupes avec des fonctions identiques. Nous ne connaissons pas notre groupe. Où est-ce que nous allons être affectés? Et lors de la cérémonie, le patron du GIGN dit voilà, maintenant vous avez le brevet numéroté. Et il dit stagiaires, rejoignez vos sections opérationnelles. Mais ils ne peuvent pas bouger parce qu'ils ne connaissent pas. Et en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les 4 sections opérationnelles viennent en courant choisir leur personne. Bien sûr, elles ont été désignées auparavant. Et donc, c'est au niveau symbolique, c'est aussi mais c'est quand même fort. Ritualisé. Ouais. C'est ritualisé, c'est-à-dire qu'elles viennent pour les porter, puis après les jeter en l'air en leur souhaitant la bienvenue. Incroyable. Et après, il y a la 3e mi-temps. Bon, et ça c'est le plus important. C'est ça. Ça, c'est le plus important, c'est ce qui vient tout sceller. Question avant qu'on passe peut-être à d'autres sujets. Est-ce qu'il y a des stagiaires qui abandonnent à cette étape si proche du but? Non. J'ai pas d'exemple, en tout cas à ma connaissance. Non. Il y a eu une seule personne, à ma connaissance, qui, une fois qu'il avait été mis en section opérationnelle, 3 mois après, a dit c'est pas fait pour moi le GIGN, je veux arrêter. Ok. Voilà. Donc après tous ces rituels-là, etc., eh bien, il a abandonné de lui-même. Et pour raison pour raison personnelle. Ok. Voilà. Donc ça a été un échec de la sélection, de la formation. Ouais. Mais on parle d'une personne en. Alors à ma connaissance. À ta connaissance, en plusieurs années, dizaines d'années. 10 ans où j'étais présent. Voilà. Alors maintenant, plus on augmente bien sûr le nombre effectif de personnes, plus il y a des risques d'échec dans
dans ce type de... Bien sûr. Au cours de la formation, etc. Bien sûr. Ensuite, la particularité aussi, en arrivant en section opérationnelle, on me nomme un parrain. Ah oui. Dans la section, il y a une personne, un ancien, qui va avoir 3-4 années d'ancienneté, qui va m'aider dans l'intégration de ma section. Alors, est-ce que tu peux... C'est hyper intéressant parce que beaucoup d'entreprises le font. Certaines n'osent pas. Et surtout, la grande majorité se disent « Ok, mais qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qu'est le rôle d'un parrain ?» Alors, qu'est-ce que le rôle d'un parrain au sein du GIGN? Le rôle d'un parrain au sein du GIGN, c'est pour qu'il y ait une facilité à poser des questions. Vraiment, parce que je ne vais pas aller déranger le chef de groupe qui a 8-10 ans d'ancienneté, qui représente pour moi quelque chose peut-être d'important. Moi qui suis le dernier arrivé, j'ai 3 mois d'ancienneté, j'ai une question. Voilà. Donc, mon parrain va être là pour me dire voilà comment ça se passe, voilà les rituels internes, voilà comment il faut se comporter, voilà ce qu'on attend de toi, etc., etc. Donc, ça va être comme un manager intermédiaire. D'accord. Mais vraiment sans notion d'évaluation. Oui. C'est quelqu'un à qui tu peux poser les questions que tu ne poserais pas à ton manager direct, ou en tout cas à la personne qui va potentiellement influencer ta renégociation salariale ou autre, l'atteinte de tes objectifs. Ou alors te mettre dans la colonne d'assaut à un endroit ou à une fonction qui... Voilà. Donc ça, c'est quelque chose effectivement de très important. C'est avec lui, je peux lui poser toutes les questions. Okay. Quand j'ai un doute, j'ai une question, voilà. Et alors, les règles du jeu sont claires dès le départ. C'est le parrain qui vient t'expliquer un peu tous ces sujets-là. Comment finalement tu es sûr du fait que ton parrain, tu peux tout lui dire? Alors, tout dépend de la relation que tu as avec lui. Et là, je dirais, soit il y a des parrains qui ont choisi. Oui. Moi, mon parrain, c'est celui qui avait encadré mon stage de présélection. Okay. Donc, je pense qu'il m'avait choisi, entre guillemets, parce que j'avais passé déjà 2 mois avec lui, où il m'avait sélectionné et malmené. Donc, c'est lui, il a dit, moi, je veux... Okay. Certainement, j'imagine, je veux Vincent. Hasard ou pas, il était négociateur aussi. C'est certainement ça qui m'a donné l'envie d'être négociateur, très certainement. Mais non, après, il s'agit aussi de feeling. Moi, après, j'ai été à mon tour parrain, j'avais un bon feeling avec... Parce que tu connais déjà les ex-stagiaires finalement qui arrivent. Ça. Donc le parallèle avec le monde de l'entreprise pourrait être, finalement, un parrain ne s'associe pas à la personne le jour 0 ou le jour 1, mais peut-être, pourquoi pas, après 1 mois, une fois qu'il y a déjà eu quelques relations. C'est ça. Ça pourrait être intéressant à creuser. Il faut essayer quand même je pense, pour faciliter cette liaison parrain-filleul, ce mentorat, trouver des points communs. Ouais. Des points communs, des passions communes ou une personnalité qui va bien s'accorder. C'est hyper intéressant. Il ne faut pas faire le matching au hasard. Et ça se travaille vraiment et c'est puissant. Oui. Oui. Okay. On a intégré maintenant le GIGN. On est heureux et on a passé, pas le plus dur, mais en tout cas, on a passé toutes ces sélections. Hors micro, on a un peu échangé. Tu me parlais du sentiment d'appartenance au GIGN, qui est hyper fort, qui est un vrai sujet aujourd'hui pour la majorité des entreprises, beaucoup de sociétés de conseil aussi, des ESN, on en parlait, avec qui nous on travaille beaucoup. Comment on crée ce sentiment d'appartenance si fort à une organisation? Alors, comme tu l'as dit, la première chose, c'est une culture d'entreprise et une histoire d'entreprise connue de tous et forte. C'est-à-dire que avec ce cursus de formation, je suis obligé d'apprendre l'histoire de l'entreprise. Comment le GIGN a été créé il y a 50 ans. Il y a une stèle, un monument aux morts dans la caserne. Il y a des recueillements qui sont faits en tant que stagiaire. Avant, vous voyez, les noms là, eux, ils sont morts à l'entraînement, ils sont morts en mission, dans telle et telle condition. Voilà. Ça, c'est vraiment comment le GIGN s'est construit. C'est pas simplement apprendre des dates, c'est la philosophie qui va faire naître cet esprit de corps. C'est l'ADN du GIGN. C'est l'ADN et beaucoup d'épreuves sont là pour vraiment dire l'entité est supérieure à l'individu.
On peut le répéter, celle-là. L'entité est supérieure à l'individu. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que je suis au service du GIGN et non pas pour me servir du GIGN. On pourrait aller donner aussi certains de ces conseils à des clubs de foot pas très loin de là où nous nous trouvons aujourd'hui. Je ne vois pas de quoi tu parles. Mais l'entité est supérieure à l'individu, et c'est l'idée, blague à part, mais c'est de se dire aussi, c'est ensemble qu'on réussira de manière individuelle. Ça sera grâce au collectif, quoi. Exactement. Étant donné qu'on a des gens qui postulent, qui sont extrêmement performants sportivement parlant, oui. Il y a des avions de chasse, des gens qui ont des performances très fortes. Là, avant-hier, je connais quelqu'un qui est champion d'Europe militaire de triathlon. Okay. Bon, certains ont des niveaux sportifs exceptionnels. Oui. Bon, c'était pas mon cas. Moi, j'avais un niveau plutôt moyen plus, on va dire, mais pas en course à pied, pas en nage, rien. Je pouvais pas postuler, mais certains avaient le niveau championnat de France. Le fait de se faire mettre en échec individuellement, volontairement, c'est dire que tu as besoin des autres pour réussir. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est que seul, tu peux réussir une mission, mais en règle générale, c'est le collectif qui va te permettre de réussir la mission. Donc c'est vraiment travailler dans un but et un sens commun. Et ça, c'est le rôle des directions de dans les entreprises. Bah oui, et donc de l'entreprise. Et in fine des managers via, comme tu le dis, l'entraînement, la formation, et puis après, finalement, l'opérationnel et le terrain, c'est la résultante de tout ça. Complètement. Avec cette période qu'on vient de passer de JO, j'ai entendu une phrase qui m'a marqué. Alors, on parle des sportifs, mais c'est à l'entraînement qu'on gagne les médailles, c'est en compétition qu'on les collecte. Oui. C'est un peu ça, finalement. Complètement. Alors, en matière d'environnement militaire, on dit entraînement difficile, guerre facile. Ouais. Donc, c'est vrai. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu cette mort à l'entraînement et 2 en mission. Ok. Donc, parce que tout est fait au plus proche de la réalité. Et donc, 80% du temps est dédié à l'entraînement. Et effectivement, on va aller très très loin à l'entraînement pour qu'en mission, ça se passe le mieux possible. C'est intéressant, et je pense que, pour faire le parallèle avec le monde de l'entreprise, c'est peut-être la proportion est beaucoup moins importante, où il y a beaucoup d'opérationnels et finalement parfois peu d'entraînement, de formation. Il y a un curseur aussi peut-être à rééquilibrer là-dedans pour finalement plus de réussite sur du moyen terme. Je vois le temps qui file, on a encore quelques minutes, mais on a parlé de l'intégration. Est-ce que tu veux rajouter certains éléments sur le sentiment d'appartenance, au-delà de la compréhension de l'histoire de l'ADN? Est-ce qu'il y a d'autres peut-être éléments pratiques que tu conseillerais de mettre en place dans des organisations de manière court-termiste ou moyen-termiste? Le sentiment d'appartenance va aussi donner... Alors, étant donné la difficulté du parcours pour intégrer, on est fier d'appartenir au GIGN. Il y a aussi, bien sûr, c'est pour le bien commun. Souvent, ce sont des missions qui sont faites pour sauver les plus faibles ou interpeller des gens. Ensuite, pour développer ce sentiment d'appartenance avec les familles, il va y avoir aussi un côté familial important. Oui. C'est-à-dire qu'une ou 2 journées par an, il va y avoir la journée des familles. Okay. C'est-à-dire que les femmes et les enfants vont venir, et là, c'est une journée pour leur faire plaisir, avec une démonstration, avec des ateliers. Il y a la tour d'escalade, on va faire monter des enfants attachés à la tour d'escalade. Tout ce qui va permettre d'associer en fait les familles. Oui. Et puis, il va y avoir des soirées famille. Oui. Donc, pour pouvoir justement que la famille soit une aide à l'investissement de l'opérationnel. Ouais, donc finalement, sans tout mélanger, faire en sorte que ces bulles professionnelles et personnelles ne soient pas totalement détachées, mais créer quelques ponts entre elles pour que exactement, les uns et les autres comprennent aussi quel est le quotidien de l'organisation et que tout le monde se sente appartenir finalement à la grande famille professionnelle. Oui, c'est ça, complètement.
j'ai plein d'exemples en tête d'entreprises aussi qui mettent en place des journées avec accueil des enfants. Et en effet, c'est hyper intéressant parce qu'on a tous été enfants et on a tous demandé à notre papa, à notre maman, Où est-ce que tu finalement, qu'est-ce que tu fais toute la journée quand tu n'es pas là? Je suis entièrement d'accord. J'étais dans une entreprise en Bretagne au mois de juillet et effectivement, c'était la journée des enfants. C'était un mercredi et les enfants, voilà, ils avaient des ateliers et ils passaient par ateliers, etc. Et oui, ils étaient très fiers et moi-même, étant enfant, mon père travaillait dans les bateaux au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire et on avait de temps en temps, à la fin de la construction des paquebots de luxe, la possibilité de visiter les paquebots. Donc, c'est génial. C'était super. C'est excellent. J'ai encore des souvenirs de visites où c'est gigantesque. Quoi. Excellent. Donc, excellent. je pense qu'effectivement, c'est pas ça qui va créer le sentiment d'appartenance. Mais quand on sent que sa famille ou ses enfants sont fiers du métier qu'on peut faire, ça va pérenniser ou accentuer l'engagement et l'investissement de la personne. On pourrait faire des heures là-dessus. Une dernière question que j'ai envie de te poser, qui n'a peut-être rien à voir avec tout ce dont on parle depuis presque une heure, qui passe trop vite. Sur la résolution des conflits, donc toi, on a beaucoup parlé du GIGN. Ton poste particulier au GIGN était d'être négociateur. Et ce que tu fais depuis plus de 13 ans maintenant dans le secteur privé, c'est de l'accompagnement et notamment de la résolution de conflits. Si on revient sur le thème des ressources humaines, on est aujourd'hui au Festival RH. On voit parfois des conflits qui peuvent apparaître entre les fonctions ressources humaines et les fonctions managériales, que ce soit commerciales, administratives, financières, peu importe, avec deux entités qui avancent à des vitesses parfois différentes et des conflits qui peuvent apparaître. Évidemment, on pourrait en parler pendant 1h30, chaque cas est spécifique, mais est-ce que tu aurais des conseils, des petits tips à donner quand on est des RH d'une boîte, ou quand on est manager et qu'on a une situation conflictuelle, comment on l'aborde au mieux, finalement? Alors, si on doit retenir, à mon sens, un seul principe, c'est comprendre l'autre avant de se faire comprendre. C'est-à-dire que je vais d'abord faire parler l'autre de qu'est-ce qui fait que tu n'es pas d'accord avec moi, qu'est-ce qui fait que tu es en colère, d'accord, ou qu'est-ce qui fait que tu bloques, pour ensuite pouvoir, moi, lui parler. D'accord, d'abord une phase de compréhension, validation, et ensuite qu'on se mette d'accord déjà sur quels sont les faits, quelles sont les dissensions, et qu'est-ce qui fait que. Parce que trop souvent, je m'attache à argumenter, je m'attache à convaincre l'autre, plutôt que de chercher à le comprendre d'une part, et voir si ça se trouve, c'est simplement une explication ou une perception de la situation qui est différente. Ou, on va dire, l'interprétation de signaux que l'autre va se bloquer. Est-ce qu'il y a des petites techniques ou des choses à travailler pour mieux comprendre les gens? Poser des questions. Oui. Poser des questions, utiliser les silences, faire des techniques d'écoute active basiques. Et ça, c'est ça qui va permettre de faire ventiler la personne. Parce que quand la personne est en colère, elle est bloquée. Si je cherche à briser cette résistance, ça va ne faire que la renforcer. Alors, donc, souvent, je prends l'image d'une cocotte minute pour symboliser une personne en colère. Si je veux ouvrir la cocotte minute sous pression, c'est pas possible. Oui. D'une part, il faut que j'éteigne le feu qui est en dessous la cocotte minute, d'accord, pour arrêter de faire monter la pression. Donc, éloigner du facteur excitant. Et ensuite, je vais retirer la soupape pour faire ventiler. Une fois qu'on aura fait ventiler, c'est-à-dire parler de la personne sur qu'est-ce qui la met en colère, qu'est-ce qui provoque chez elle, qu'est-ce que ça heurte comme valeur chez elle, là, après, je vais pouvoir ouvrir et regarder effectivement qu'est-ce qu'il y a dedans et comment on peut résoudre la situation. Et c'est parfois difficile aussi de vouloir ouvrir certains esprits qui peuvent être fermés. Est-ce que tu as des questions magiques Alors, il y a des enchaînements de questions qui existent du type « qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux précisément? Pour fermer le cursus, enfin le focus de la question. Ensuite, une deuxième question un peu plus tard, ce que tu peux poser, c'est en quoi c'est important pour toi? Quelles sont tes motivations à ça? Et la dernière, c'est qu'est-ce que ça te permettra de faire? Projection vers l'avenir.
Ouais, celle-là, elle est très forte. Parce que souvent, on s'arrête aux 2 premières. C'est ça. Ok. Tu peux me les répéter? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment? En quoi c'est important pour En toi? quoi c'est important pour toi? Qu'est-ce que ça te permettra de faire? Qu'est-ce que ça te permettra de faire? Donc du coup, ça c'est le levier à l'action en fait. Et ça, ce serait pour toi les 3 grandes questions qui devraient être l'arme sans comparaison. Alors oui, des départements H. oui, au moins de comprendre. Voilà, Ok. poser les questions et au lieu d'avoir une bataille en disant je me sens attaqué personnellement, il me dévalorise, il me prend pas au sérieux, Ok. et tout prendre personnellement, c'est se dire ok, pour quelle raison ça bloque? Je ne sais pas, je vais chercher à comprendre et je vais être orienté solution, c'est-à-dire dépasser ça en disant nous avons le droit de pas nous apprécier. Par contre, ensemble, nous devons recruter une personne. Intérêt collectif supérieur à l'intérêt individuel. Nous allons mettre nos égos de côté, parce que pas d'égo dans la négo, pour pouvoir ensuite atteindre l'objectif. Ok. Tout le monde n'est pas ami au GIGN. Oui. Mais en mission, Tout le monde est ensemble. il y a une seule colonne. Ok. Il y a plein de parallèles qu'on peut faire et en effet, c'est hyper fort. On va devoir arrêter, mais j'ai pas envie, donc on va continuer un peu. Non, mais si tu devais, sur ce qu'on s'est dit là, on a parlé longuement de l'intégration, qui était le sujet principal, du sentiment d'appartenance, et puis ensuite de la résolution de conflits, et bien entre potentiellement les directions des ressources humaines et les autres colonnes de l'entreprise, on peut le dire. Qu'est-ce que toi, demain, tu mettrais en place dans une organisation pour recréer un peu cet environnement que tu as vécu au GIGN? Alors, ce qui va favoriser aussi l'adhésion et puis la performance collective, c'est la clarté de l'organisation. Donc, qui fait quoi et quelle est la place de chacun? Quel est le rôle de chacun dans l'organisation? Alors, on va dire au niveau organigramme, mais également au niveau, je dirais, production. Lorsqu'on est en mission, ça peut évoluer, c'est pas tout à fait la même, d'accord? Mais qui fait quoi, à quel moment, quel est le périmètre de chacun? C'est extrêmement important. Sans organisation claire, c'est le bordel. Qui est responsable de quel sujet? Exactement. Et quand tu en as la responsabilité, tu la prends. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on lui laisse la place, etc. Donc je dirais qu'il y a le côté relationnel, respect, organisation, et le dernier, le comportement. Voilà. Mais si on a mis les bonnes bases de fonctionnement, ça va faciliter le sens et l'engagement du travail. Donc il va y avoir vraiment une définition très claire de qui fait quoi, quand, comment. Ok. Et puis ensuite, j'avais une idée qui me venait en tête, elle vient de s'échapper. Eh bien, tu sais quoi? Si tu la retrouves, Oui. on la publiera en même temps que tout notre épisode. Et si c'est une idée qui mérite qu'on repasse 3/4 d'heure ensemble, on fera un épisode 2. Parce que il y a plein de sujets que j'aurais aimé aborder avec toi sur l'évolution du coup au sein du GIGN, qui pourrait être de la mobilité interne, sur le rituel de départ aussi, qui Bien doit sûr. être quelque chose après avoir vécu en plus de manière assez familiale. Plein de sujets qu'on pourrait aborder dans un deuxième épisode si tu veux. Avec plaisir. Le dernier point que je voudrais, dans l'organisation, il faut un pilote dans l'avion. Ouais. Voilà. Pour moi, il faut qu'il y ait une personne qui pilote. Voilà. Et il faut que ce leader, je ne veux pas parler de chef parce que ça c'est trop militaire, mais ce leader soit courageux, engagé et soit exemplaire. Eh ben, on va retenir ça alors. Merci Vincent. On Avec te retrouve plaisir. si les gens veulent te retrouver sur ton site internet. Oui, totalement. sectionn-.com. Ok. Sur LinkedIn, etc. Sur LinkedIn aussi, Vincent François. Eh ben, écoute. Merci Vincent. Avec plaisir. Merci Merci. Geoffrey pour l'invitation.